Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut Christelle. Bonjour. Cette semaine, après la dernière journée de poule de Champions Cup qui a vu seulement 2 clubs français se qualifier pour les quarts de finale, le Stade Toulousain et le Racing, on va se demander pourquoi la Coupe d'Europe en France, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. On va aussi se pencher sur ce quart de finale parce que les 2 représentants français rescapés vont jouer l'un contre l'autre en plus. Et on va se demander ce que ça donne, ces duels entre Français. Et on finira avec une chanson qu'on connaît bien. On parle encore commotion puisque l'actu les remet sur le métier avec l'annonce de la fin de carrière de Pat Lambie et 2 experts indépendants qui ont conclu à la responsabilité de Clermont dans l'affaire dite Jamie Cudmore. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Dominique Sartel, salut Dom. Bonjour. Et Aurélien Bouisset, salut Aurélien. Salut Christelle. Eh bien, vous savez tout. Alors, c'est parti, flexion liée jeu. On n'a pas eu ça depuis 2012, cette saison que la France n'avait pas vu aussi peu de ses représentants se qualifier pour les quarts de finale de la grande Coupe d'Europe. Alors, pareil pour la petite, pour le challenge européen. Seuls Clermont et La Rochelle en sont encore, mais là, on sait l'attention incroyable que portent les clubs à la compétition. En Champions Cup, c'est différent. Enfin, c'est censé être différent parce qu'on se retrouve quand même avec 4 clubs sur 6 qui ne sortent pas de poule, dont Toulon qui a gagné 2 matchs et Lyon qui a carrément fini à 0 points, même pas un pauvre petit bout de bonus défensif. C'est un peu la cata. Enfin, pas pour tout le monde puisque l'entraîneur de Castres, Christophe Furios, a affirmé que le CO sortait grandi de cette compétition. Champion de France en titre qui ne sort pas de poule mais qui en sort grandi. Pourquoi pas? Pendant qu'en France, on sort grandi en ne sortant pas de poule, en Irlande, on qualifie 3 clubs sur 3, par exemple. Donc, il doit bien y avoir un problème quelque part. Non, c'est quoi le problème, Alex? On va répéter tout ce qu'on dit depuis longtemps, mais bon, faut le dire à nouveau, peut-être. C'est la pédagogie, c'est la base de la pédagogie. Mais on peut voir plusieurs problèmes. On peut voir un problème d'organisation. On constate que sur les 8 qualifiés de cette Coupe d'Europe, il y en a 5 qui viennent d'Irlande, donc 3 Irlandais et 2 Écossais. Et seulement 3 donc, des clubs, des championnats anglais et français qui sont les championnats les plus riches, mais qui ne sont pas organisés de la même manière qu'en Irlande et en Écosse, puisqu'en France et en Angleterre, il y a un système avec fédération et clubs qui cohabitent. En Irlande et en Écosse, c'est tout le monde cohabite sous la bannière de la fédération et il y a un contrôle de la fédération sur les joueurs qui fait que les joueurs écossais, irlandais ont 2 priorités dans une saison, c'est l'équipe nationale et la Coupe d'Europe, le Pro 14, la compétition domestique compte beaucoup moins, donc ils mettent toutes leurs billes dans ces compétitions-là, ce qui n'est pas le cas en France où le top 14 prend beaucoup de place. Et puis la deuxième chose, c'est que en termes de jeu aujourd'hui, c'est pas neutre si les 2 clubs qualifiés, 2 clubs français qualifiés sont les 2 clubs qui ont en Coupe d'Europe au moins eu le jeu le plus ambitieux, le plus alerte, le plus rapide. Racing et Toulouse, c'est un jeu qui correspond à la Coupe d'Europe, qui correspond à ce qui se fait en Écosse, qui correspond à ce qui se fait en Irlande. Et c'est ça qui paye. Et quand on joue pas comme ça, quand on joue comme Montpellier aujourd'hui, même si Montpellier a aussi ses propres problèmes, quand on maîtrise pas trop son rugby comme Montpellier, comme Toulon, comme Castres, ou qu'on joue à un rugby un peu plus étriqué, on va dire, on a du mal à exister en Coupe d'Europe. Donc voilà, je vois ces 2 idées-là pour expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 clubs français qualifiés en Coupe d'Europe. Après, on peut faire un peu du cas par cas aussi pour les représentants français parce que Montpellier et Toulon, qui sont un peu les 2 déceptions où tu pouvais penser qu'elles avaient les armes pour passer, sont dans une saison noire pour les 2 clubs. Ensuite, tu moquais Castres un petit peu tout à l'heure, mais j'ai suivi leur match à Exeter, c'était leur dernière chance de se qualifier un peu. Et c'est sûr que c'est l'archétype du club français qui jouait la Coupe d'Europe pour rien. Je crois qu'en 15 participation à la grosse Coupe d'Europe, ce qui est quand même énorme. Ils se sont qualifiés une seule fois pour les quarts de finale. Ils sont 14 fois sans sortir de la phase de poule. Et Urios dit on sort grandi parce que cette année, ils ont vraiment essayé de se qualifier. Contrairement à d'habitude où ils entamaient la compète en se disant laisse tomber, ça sert à rien, pour nous c'est le top 14 qui compte. Cette année, ils ont essayé de la jouer. Alors bon, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas été ridicules comme certaines années précédentes.
Et ce que Urios expliquait, c'est que ça prend du temps de changer une mentalité de club qui a l'habitude d'ignorer une compète et de vouloir la jouer, la gagner. C'est tout un travail et rugbystique et mental qui n'a pas encore payé pour le CO, mais peut-être un jour sera payant. C'est un peu ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est cette façon d'ignorer une compétition dans les clubs français. J'ai l'impression que c'est assez récurrent. Je ne sais pas d'où ça vient et comment changer ça, parce que c'est vrai que certains clubs comme Clermont, le Racing, Toulouse ont l'air de la considérer à sa juste valeur, et peut-être ça dépend encore des saisons. C'est assez récent, mais il y a beaucoup de clubs, on a l'impression, j'ai oublié Toulon aussi, pardon, il y a beaucoup de clubs, vraiment Castres en est l'exemple typique, ça vient des joueurs eux-mêmes. J'ai l'impression que les joueurs français, en fait, considèrent vraiment moins la Coupe d'Europe que le top 14, et gagner le bouclier reste en France la chose qu'on place au top. Ouais. Ouais. Tu donnais l'exemple de Clermont, mais justement c'est intéressant parce que c'est le type même du club qui a eu un basculement dans sa culture, parce que jusqu'en 2010 ils étaient obsédés par le Brennus, et tu te rends compte leurs résultats en Coupe d'Europe jusqu'en 2010 sont hyper anonymes, moyens, il y a peut-être un quart de finale qui traîne par-ci par-là. Et après le Brennus, Vern Cotter là a fait le même travail que Urios a essayé de faire à Castres. Il a dit à ses joueurs: non, la Coupe d'Europe, pour nous, maintenant, c'est l'objectif principal. Et petit à petit, il y a eu tout ce changement de mentalité à l'ASM qui les a menés au final je pense que la première finale, ça va être 2013. Depuis, ils en ont fait 3, ils ne l'ont pas gagné. Mais en tout cas, chaque année, ils essayaient de se qualifier pour les quarts. Il a joué pour la gagner. Et c'est eux, ils ont fait le changement comme ça. Mais ce n'était pas dans leur gène sportif au départ. Au Racing aussi, ça s'est un petit peu passé comme ça, sauf qu'ils sont arrivés en finale en 2016 des 2 compétitions. Mais là, je pense que quelqu'un comme Ronan O'Gara, qui venait du Munster, qui a gagné cette compétition plusieurs fois, a beaucoup fait pour apporter cette mentalité. De plus, il y avait des joueurs, les Néo-Zélandais, et on sait que Dan Carter aurait rêvé gagner cette compétition. Il est parti avec 2 finales et 2 défaites. Et c'est ce qui a fait la force de Toulon quand ils l'ont gagné 3 fois de suite, c'est qu'ils avaient un effectif hyper international de joueurs pour lesquels finalement la Coupe d'Europe voulait presque plus dire que le top 14. D'ailleurs, ils ont gagné plus de Coupe d'Europe que de top 14 avec cet effectif-là, et c'était des joueurs pour lesquels c'était au-dessus du bouclier. Donc voilà, ce poids du bouclier, il pèse sur l'organisation des compètes, mais aussi sur l'objectif mental des joueurs. Il y a le poids du choix aussi entre 2 compétitions, non ? Noves pourrait répéter sans arrêt qu'on pouvait pas, que le doublé était impossible. Bon, il a été contredit depuis, mais de toute façon, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile, puisque le décalage, la différence entre la manière dont les clubs français préparent la Coupe d'Europe et la manière dont les franchises, dont les provinces irlandaises et écossaises la préparent, crée ça crée un décalage de niveau fatalement. Il y avait le cas dont on a déjà parlé un peu à ce micro, de Johnny Sexton qui, je crois, l'an dernier avait disputé je sais plus, c'était plus de 90% de ses matchs, je crois, avec l'équipe nationale ou en Coupe d'Europe, et il avait quasiment pas joué le Pro 14. Aujourd'hui, c'est inenvisageable qu'une équipe de top 14 mette à l'herbage, je sais pas, imaginons le Racing, mette à l'herbage Finn Russell pendant la saison top 14. Et on le comprend, parce que, après tout, c'est vrai que le top 14, nous-mêmes, c'est ce qu'on suit à longueur d'année. C'est la compétition c'est une compétition majeure, quoi. Donc c'est difficile culturellement d'imaginer que des joueurs puissent être mis au repos pendant cette compétition-là. Mais peut-être qu'il faut arriver à trouver un meilleur équilibre, et puis surtout, moi, je crois beaucoup au fait que c'est difficile aujourd'hui pour les clubs français, pour certains clubs français en Coupe d'Europe, de passer le cap au niveau de l'intensité et de la vitesse. Lyon en a fait la meilleure expérience. Les résultats de Lyon, ils sont quand même hyper parlants. Lyon, c'est une équipe qui arrive à les gagner au Racing cette saison. C'est une équipe qui arrive à gagner à Montpellier. En Coupe d'Europe, ils n'ont pas pris 6 valises, mais ils ont perdu 6 fois. C'est leur première au bout de 3-4 matchs, ils étaient éliminés, ils ont commencé à faire tourner. Bien sûr, mais les 3-4 premiers matchs sont parlants. Et sur les 3-4 premiers, ils prennent 3 fois 30 ou 40. On avait fait un dossier dans le journal il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça,
Mignoni en parlait un peu, ou Laurent Travers parlait, et ils ciblaient tous le fait que c'était deux jeux totalement différents, des arbitrages, enfin c'est lié à l'arbitrage aussi, mais et que c'était du coup difficile, c'était un apprentissage à faire, et le Racing, on sent qu'ils ont basculé, et aujourd'hui, presque leur jeu est plus fait pour la Coupe d'Europe que pour le top 14. Pour d'autres clubs, c'est pas le cas, et Lyon en fait partie parce qu'ils sont en apprentissage, Montpellier en fait partie parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour faire autre chose que ce qu'ils proposent. Castres, c'est culturel aujourd'hui. Toulon, de toute façon, c'est un club qui était en difficulté cette saison, donc c'était difficile de les imaginer se qualifier. Mais voilà, on arrive au constat. On est plus sur des stats de matchs internationaux en Coupe d'Europe, par exemple, ou c'est juste le style de jeu qui est très différent par rapport On avait étudié un peu les stats l'an dernier, je crois. Effectivement, on voyait que c'était le niveau intermédiaire. Après, ça se joue pas forcément, par exemple, sur le temps de jeu, mais sur les fameux trucs qui font sourire beaucoup, mais les fameux mètres parcourus par minute, qui créent l'intensité d'un match. C'est-à-dire qu'on peut faire 40 minutes de temps de jeu, si pour faire 2000 pick and go, il n'y a pas vraiment d'intensité. En top 14, on ne voit pas ça. En Coupe d'Europe, pardon, on ne voit pas ça. On voit une intensité avec un ballon qui se déplace souvent, beaucoup avec de la vitesse, des rucks qui vont vite. Et ça, c'est très différent de ce qu'on retrouve en top 14. Mais les Anglais n'ont qu'une équipe et eux, ils ont quand même ce jeu plus rapide dans leur championnat et l'arbitrage qui va avec. Donc peut-être, quand on voit que c'est les Saracens, le seul club anglais qualifié pour la phase finale, il y a aussi un problème d'effectifs. On a l'impression que les clubs qui arrivent sont ceux qui ont des effectifs vraiment pléthoriques, avec vraiment des grands joueurs qui peuvent être remplacés. Mais les Anglais, ils ont aussi la double priorité. C'est-à-dire le championnat est très important pour eux. Ils préparent moins la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'ils ont un jeu plus rapide, mais par contre, ils n'ont pas, comme les Irlandais ou les Écossais, cet avantage du repos sur les mecs. Ils ont moins l'arbitrage, l'habitude de cet arbitrage et peut-être d'un certain rythme de rugby qui n'existe pas assez en top 14. Ouais. Pour le deuxième sujet, on continue avec la Coupe d'Europe, ce duel fratricide, comme on dit, puisque non content de n'avoir que 2 clubs français qualifiés, il faut qu'ils se rencontrent dès l'écart, c'est le karma. Hein. Au moins, il y en aura un en demi, on peut voir aussi le côté positif. C'est ce que je disais. L'avantage, c'est qu'il y aura un Français pour perdre contre le Leinster en demi. C'est ça. Qu'est-ce que tu es défaitiste. Donc, le quart, ce sera le 30 mars à la You Arena, puisque c'est sur le terrain du mieux classé, que le Racing a terminé 2e de la phase de poule et le stade 7e. C'est pas nouveau, les duels franco-français en Coupe d'Europe. C'est l'année dernière, c'est le Racing a éliminé Clermont, et c'est l'année d'avant que Clermont a éliminé Toulon. Non, Racing, non, il y a 2 ans avant. Oui, Clermont a battu Toulon. Oui, c'est 2 ans avant Racing qui élimine Toulon. Si, oui, c'est ça. Oui, c'est le Racing qui élimine le Toulon, triple tenant du titre. Exactement. C'est ça, à Colombes. Exactement. Carter Guito. À feu Colombes. Ouais, Colombes. Colombes, ça veut dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est pas rigolo non plus. On a l'impression de regarder un vulgaire match de top 14, en fait. Sauf que personne n'envoie son équipe B. C'est déjà ça. Même Sofiane Guitoun disait samedi que c'était un peu dommage qu'en Coupe d'Europe, on aime bien jouer contre des équipes anglo-saxonnes. C'est dommage, tu trouves, toi aussi, Aurélien, de jouer contre des Français quand on est Français ? Moi, j'ai pas d'avis personnel sur la question, mais c'est sûr que les joueurs, souvent, même en cours de saison, quand il y a toujours dans leur poule un club français, c'est pas le match qui les excite le plus, quoi, parce que ils l'ont déjà joué 2 fois en saison régulière, ils l'ont joué 6 mois avant aussi, donc il y a moins d'adrénaline dans l'air quand t'as un match comme ça, quoi. Mais bon, oui, ils ont l'habitude aussi. Ouais. Après, c'est quand même 2 équipes qui jouent extrêmement bien, qui ont un jeu hyper plaisant. Ça va jouer, quoi qu'il arrive, dans des bonnes conditions, température. La pelouse sera un peu dure, attention. 22 degrés. 22 degrés, pas de pluie, pas de vent. Et du coup, ça rend quand même ce match alléchant. Et puis aussi, ça sera peut-être l'occasion de vérifier un truc qu'on avait constaté quand on avait fait justement ce dossier il y a un mois, sur la différence entre le top 14 et la Coupe d'Europe. On avait pris les stats de Toulon-Montpellier en top 14 et de Toulon-Montpellier en Coupe d'Europe, et on avait vu qu'il y avait un décalage en termes d'intensité, nombre de passes, etc. Un décalage évidemment favorable à la Coupe d'Europe. Et peut-être qu'on verra à nouveau qu'avec un autre arbitrage, un autre état d'esprit, cette Coupe d'Europe permet de voir du spectacle, quoi. Même si finalement, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'un Racing Toulouse, quoi qu'il arrive, n'importe quelle compétition,
c'est un match aujourd'hui où il se passe quelque chose, quoi. Et tu crois pas qu'un match élimination directe comme ça, tu as des espèces de vieux réflexes de top 14 qui reviennent et que je crois qu'aucune des deux équipes n'a intérêt à ça aujourd'hui. Et on voit qu'ils arrivent à s'exprimer, à bien s'exprimer en jouant. Et je pense que s'ils refusaient le jeu, qu'ils se mettraient en danger, ces deux équipes-là aujourd'hui. Ouais, Toulouse a l'air de l'avoir prouvé en match de poule contre les meilleures équipes, dont le Leinster et le Racing depuis au moins l'année dernière, en tout cas contre le Munster, et en demi-finale l'avait montré aussi, que l'enjeu n'avait pas réduit leurs ambitions. Ensuite, en finale, c'était un petit peu différent. Avec des conditions... des conditions climatiques qui favorisaient pas ça. Après, la mauvaise nouvelle, c'est finalement effectivement d'affronter potentiellement le Leinster en demi-finale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'ogre, et même si Toulouse a réussi à les faire tomber, une fois, on voit que c'est la même machine que c'était l'an dernier. Leinster, c'est le tenant du titre. C'est le tenant du titre. Et ils seront en quart contre l'Ulster ? C'est ça. Voilà. Et voilà, c'est sûr que... Un Irlandais en moins. Ouais. C'est un peu la mauvaise nouvelle. À la limite, c'est les deux équipes qui ressemblent le moins à des équipes de top 14. Donc, tant mieux, quoi. Le Racing et Toulouse ? Oui. Ah oui, c'est clair. Elles n'ont pas les stéréotypes ennuyants du top 14, comme disait Alex tout à l'heure. Ah, tu vois que tu avais un avis, du coup. Je ne sais plus quelle était la question à la base, mais... Après, faudra voir, parce que c'est loin quand même, ce match. Il va se passer beaucoup de choses. Il y a un tournoi à destination. C'est juste à la sortie du tournoi, c'est hyper mal placé. 30 mars. En fait. Ouais. C'est que 2 semaines après ces deux clubs vont peut-être avoir peur de perdre quelques joueurs clés. Surtout Toulouse. Ouais. Parce que le Racing s'est caché, a envoyé un seul sélectionné ou deux. Oui, mais il y a des sélectionnés comme Russell qui joue pour l'Écosse, par exemple. Il y a 7 Français à Toulouse. 7 Français à Toulouse qui sont appelés. C'est là le paradoxe de cette compétition quand même, c'est que finalement, ils se sont qualifiés avec une équipe qui ne sera peut-être pas du tout la même dans 2 mois, parce que là, il y a une coupure de 2 mois, et on va avoir un quart de finale. On ne sait pas trop ce que seront ces deux équipes-là à ce moment-là. C'est dommage, c'est un autre débat, mais ce serait quand même bien un jour d'arriver à créer des blocs concrets, quoi. Un bloc top 14, un bloc Coupe d'Europe qui dure, je sais pas, 2 ou 3 mois, et où on joue que ça. Parce que là, c'est loin, dans 2 mois, on ne sait pas ni le niveau physique de ces équipes-là, ni qu'est-ce qu'elles présenteront sur le terrain comme joueurs. En équipe de France, là, il y a Ramos, il y a Médard, il y a Aldeguerri, il y a Tamac d'un côté, j'en oublie sans doute, il y a Loré, il y a Dupont. Donc ça fait beaucoup de matchs. Effectivement, Russell qui va jouer la Coupe d'Europe, le tournoi de destination avec l'Écosse. Où est-ce qu'ils seront, ces joueurs-là? Dans quel état ils seront? Et les autres, dans quel état ils seront aussi? On ne sait pas. On verra. Allez, on laisse la Coupe d'Europe ici. 3e sujet, pas vraiment inédit, puisqu'on va encore parler commotion. On va encore en parler parce qu'on a encore eu un exemple de leur effet dévastateur. Pat Lambie, le demi d'ouverture sud-africain du Racing, a annoncé cette semaine dans les colonnes de l'équipe qu'il mettait fin à sa carrière. Le Springbok aux 56 sélections n'en pouvait plus, des maux de tête, des yeux qui grattent, comme je cite, s'il jouerait les yeux sous l'eau à la piscine. Ce qui n'est pas le truc le plus agréable du monde. Il pouvait même plus faire de muscu, tellement les efforts augmentaient ses migraines. Les neurologues lui ont conseillé d'arrêter. Il les a écoutés. Pat Lambie a 28 ans et il ne peut plus jouer au rugby. Jamie Cudmore, lui, en a 40. Il avait assigné son ex-club Clermont pour l'avoir renvoyé sur le terrain alors qu'il avait subi plusieurs commotions lors des demi et finales de Coupe d'Europe 2015. Aujourd'hui, lundi, des experts agréés par la Cour de cassation ont conclu à la responsabilité de l'ASM. Dom, tu as eu Jamie Cudmore, il y a un entretien à retrouver sur l'équipe.fr. Il t'a dit qu'il se réserve même le droit d'attaquer au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Il dit qu'il n'est plus possible de mettre la vie des joueurs en danger comme ça. Il a raison. Oui, il a raison, c'est sûr. Après, faut bien préciser, donc pour l'instant, l'expertise, c'est pas une attaque en justice. C'était un premier pas, parce que c'est des cas tellement pointus qu'il faut, pour pouvoir avoir des éléments pour attaquer en justice, il faut savoir si Clermont avait commis une faute. Sa responsabilité a clairement été engagée sur une des 3 commotions. Parce que là aussi, il faut prouver ce qu'on avance. Jamie Cudmore, il a eu des ressentis, il a l'impression qu'il n'a pas bien répondu à des protocoles commotion, mais il ne peut pas le prouver. La faute
semble reconnu donc sur la 3e commotion où le médecin de l'ASM n'a pas jugé bon, enfin ou en tout cas senti le besoin de faire passer à Jamie Cudmore le fameux test HIA1, donc le questionnaire où on vérifie si le joueur est commotionné, alors qu'il avait il avait une commotion qui datait de la demi-finale 2 semaines avant, qu'il avait déjà été arrêté 10 jours, plus une première commotion en début de match, en début de finale. Donc là, c'était le 2e choc du match. Il sort en sang, la tête coupée, et il n'y a pas ce questionnaire. Et c'est là-dessus que Clermont est... Alors qu'il vomit, alors que c'est ce qu'il dit dans son interview à ce moment-là, quand il est dans le vestiaire, qu'on le recoue, il a des symptômes de commotionné. Clair de commotion. C'est-à-dire qu'il vomit. Déjà, il met 10 secondes à se relever du choc, ce qui est déjà un premier signe. Notamment pour Jamie Cudmore, qui n'est pas spécialement une allumette, voilà. Pour que lui ne puisse pas se relever. Et effectivement, dans le vestiaire, il est pris de nausées, il vomit dans une poubelle. Le médecin qui le soigne à ce moment-là conteste ça, il dit qu'il a juste craché de la salive dans la poubelle, qui n'a pas vraiment vomi. Jamie Cudmore, lui, reste sur son témoignage. Il a malheureusement demandé à un ex-coéquipier, Benson Stanley, de témoigner par écrit, qui était avec lui dans le vestiaire, donc de témoigner par écrit. Et Benson Stanley ne veut pas. Bon, il y a une espèce de peur, je pense, de certains joueurs. Alors qu'il était allé dire au staff que Cudmore avait vomi. Oui, il l'avait dit après coup, oui, quand il s'était raconté le scénario des événements. Mais pour le mettre par écrit, il a pas. Alors, je ne sais pas si c'est osé, je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Voilà. Ouais, en fait, c'est une histoire qui traîne depuis longtemps, mais cette histoire Cudmore, on arrive au bout d'une première étape, et finalement, ça illustre tout le problème des commotions qui existent depuis des années dans le rugby. Il y a eu encore beaucoup d'arrêts. L'an dernier, il y a eu une dizaine d'arrêts sur l'année 2018, une dizaine de joueurs professionnels qui ont arrêté leur carrière à cause des commotions. Et là, le dernier cas, c'est celui de Lambi. On en parlait un peu ce matin. Lambi, on a relu cette interview où il parle d'un chaos, d'un choc, un gros choc subi dans un plaquage contre le Munster en demi-finale. Donc il faut savoir que Lambi, il avait eu 6 mois un premier arrêt de 6 mois, un deuxième arrêt de 3 mois, ou l'inverse, je ne sais plus. Et quand il joue contre le Munster, donc il fait un plaquage qui, que de l'extérieur, ressemble à tous les plaquages. Il est bas, il n'y a pas de choc à la tête visible. On voit juste qu'il met un tout petit peu de temps à se relever, puis il continue l'action, il monte en défense, l'action s'arrête, et on voit là qu'il met un genou au sol. Et puis le médecin arrive, discute avec lui. Il a l'air à peu près, il a l'air clair en fait, Lambi. Il a le regard normal. Il n'y a pas de signe de commotion. Il vomit pas. Il n'y a pas l'ataxie comme on dit, là, le fameux réflexe où on voit les bras qui sont levés en l'air avec le joueur allongé. Oui, mais dans son témoignage, mais dans son témoignage, il dit j'ai eu cette sensation des symptômes de la commotion. Et là où c'est frappant, c'est de voir qu'il dit mais en fait, j'ai reconnu 2-3 symptômes avec le passé qu'il a, hein, mais il y avait la finale de la Coupe d'Europe 2 semaines après et j'ai rien dit. Et donc quand on lit ça, on se dit que faut pas. Moi, j'incrimine pas Lambi, c'est pas du tout le discours que je vais avoir, mais en fait, on se dit que les joueurs eux-mêmes se piègent en quelque sorte, parce que les échéances, effectivement, on les comprend, et c'est ce que dit Cudmore dans l'interview. Exactement, aussi. En fait, il y a le joueur, Cudmore le dit, ne va jamais de lui-même décider de quitter un match de ce niveau-là. Il y a des commentaires qui passent sur Cudmore, pourquoi il n'a pas refusé de rentrer, mais c'est impossible, en fait, à ce moment-là. Il a qu'une envie, c'est de retourner sur le terrain. D'autant plus si tu es un peu commotionné. Voilà, et puis surtout, ça là altère on parle... le jugement, la commotion, et c'est ce que disent souvent les neurologues, et du coup, les joueurs ne sont plus capables de décider d'eux-mêmes s'ils sont... Ça. Exactement, ça c'est assez reconnu, que surtout quand le choc est frontal, il y a une espèce de... Le joueur peut même insulter le médecin qui va l'empêcher de revenir sur le terrain, devenir méchant. Enfin, il y a pas mal de témoignages dans ce sens-là, donc c'est vraiment
au club et à mettre en place des garde-fous pour protéger à la fois les joueurs et leurs entraîneurs, qui sont aussi, on l'avait vu dans le cas de Fritz avec Guy Novès, enfin il y a plein d'exemples, faut pas non plus accabler, et qui poussent les joueurs à revenir, et donc les garde-fous doivent être mis en place par des entités qui peuvent décider sereinement. Et ça, c'est quand même amélioré avec le système de vidéo Vogo. Là, toutes les images de choc sont analysées en direct, revues, et là, il y a toujours un membre du staff médical qui peut alerter le médecin en disant attention, ça t'a échappé, mais machin a l'air sonné. Donc ça quand même depuis un an que c'est en place, on voit moins de joueurs soit ne pas sortir alors qu'ils ont titubé, ou alors sortir, passer le test et revenir alors que visiblement ils ne devraient même pas le passer, ils devraient sortir. C'est ça le paradoxe aussi entre les deux cas de Cudmore et de Lambie. C'est Cudmore, c'est survenu il y a 3 ans, on a l'impression que ça n'a pas longtemps, mais finalement c'était une époque où les joueurs et les clubs étaient moins sensibilisés qu'aujourd'hui, informés, et finalement on se rend compte que même 3 ans après, avec des informations supplémentaires, un joueur sensibilisé qui a ce passif, là, il est encore pris par l'enjeu sportif, il arrive à accepter de se mettre en danger. Avant qu'il arrive au Racing, en Afrique du Sud, tout le monde pensait qu'il allait déjà arrêter sa carrière. Ça, c'était donc il y a 1 an et demi. Il a réussi à se relancer, à rejouer. Il a eu des alertes qu'il a reconnues, et malgré tout, l'enjeu est tellement fort que même ce cas-là, il l'a caché. C'est ça qui est presque dramatique, quoi. En même temps humain. Mais le papier qu'il y a sur Lambie aujourd'hui, je crois, hier, je crois que c'est Dulin dedans qu'il dit il faut arrêter, le rugby est beaucoup moins dangereux qu'il y a 30 ans. Un coup de pied à joueur au sol était plus dangereux qu'un plaquage de Tammy Ifuna. Ok, certainement. Oui, c'est un discours c'est pas le seul à le dire. Voilà, qu'à l'époque, à 30 ans, tu jouais avec les rétroviseurs parce que tu avais peur de prendre un coup de poing, un coup de pied. Ouais. C'est pas dangereux de la même manière. C'est pas dangereux de la même manière. Puis il y a un truc illégal, et puis il y a un truc, Tammy Ifuna, c'est autre chose, mais je veux dire, Lambie, c'est la situation de jeu, il n'y a rien d'illégal, quoi. C'est pas un coup de pied, pas un coup de poing, c'est une situation de jeu qui, malheureusement, met en danger un joueur. Mais qui est inévitable, comme dit Cudmore, dans un rugby où les gabarits se sont renforcés considérablement. Je crois qu'il y a 20 kilos de plus en moyenne pour les 3/4 centres, donc c'est énorme en 20 ans. Où les vitesses, les joueurs se rencontrent à une vitesse élevée. Parce que les 3/4 sont devenus plus gros et les gros sont devenus plus rapides. Voilà, pour un exemple, Manonou, il est plus lourd que tous les champions du monde, les avant-champions du monde All Black de 87. Quand il fait la Coupe du Monde en 2011, il est plus lourd. Et ne parlons pas de sa vitesse. Donc, c'est pour dire à un moment que tout ça, ça a des répercussions, évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur le règlement, sur la hauteur des plaquages. Mais ce que dit Cudmore dans l'interview qu'il a donnée à Dominique, et c'est ce que dit le professeur Sherman depuis des mois, des années, c'est que le protocole commotion aujourd'hui, et on le voit dans le cas de Lambie, n'est peut-être pas adapté, qu'il faudrait, au moindre soupçon de commotion, dire aux joueurs, tu sors. Encore une fois, dans le cas de Lambie, on a revu la vidéo ce matin, le docteur du Racing, il peut pas, selon ce qu'il voit avec le règlement, il peut pas dire à Lambie, t'es commotionné, tu sors, t'as des signes clairs de commotion, il faut que tu sortes, tu passes le protocole. Que nous, à la vidéo, on se dise qu'on peut rien voir, mais les médecins, ils sont quand même plus à même que nous. Non, parce que sur le coup, là, il y a rien d'évident. Par contre, si jamais on dit aux médecins, on édicte un nouveau règlement, on dit aux médecins, au moindre doute, à la moindre suspicion de commotion, ce qui est peut-être le cas à ce moment-là, parce que Lambie, j'imagine qu'il doit lui dire, ouais, je sais pas, j'étais un peu secoué, ça a l'air d'aller, mais j'étais un peu secoué. Si on dit à la moindre suspicion, ça sort, peut-être qu'on évitera des cas comme celui de Lambie. Parce que Lambie, résultat aussi, on en a parlé ce matin encore avec Dom, 2 semaines, 3 semaines après, finale de la Coupe d'Europe, il perce, un appui fort sur le genou droit, genou dans la boîte à gants, et Dom me disait que... le risque de blessure après une commotion qui n'est pas complètement... Enfin, après commotion est de 38% plus élevé que pour quelqu'un, une blessure n'importe où, pas seulement une nouvelle commotion, quoi. Et vraiment, c'est sûr que c'est un problème,
Et le vrai problème, faut quand même le redire là, c'est de rester sur le terrain ou d'y revenir tant que la commotion n'est pas complètement guérie. Et c'est là qu'on se met vraiment en danger. Et c'est là le doute, comme dit Cudmore, on prend le risque le plus petit et on permet à des joueurs de revenir sur le terrain alors qu'on devrait prendre la possibilité la plus sécure. Plus sécure. Et il dit des enfants qui font du vélo ont plus de risques d'avoir des commotions que des enfants qui jouent au rugby, de tomber. Mais il dit la différence, c'est quand un enfant fait une chute sur la tête à un vélo, il va à l'hôpital. Un joueur de rugby, il retourne sur le terrain. Et Dom, dernière chose sur l'affaire Cudmore, là, ce que je me demandais, c'est est-ce que du coup, là où les clubs vont être d'autant plus vigilants, c'est que ça judiciarise ces cas-là. Il va y avoir peut-être derrière des sanctions financières, etc. etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si ça va jusque devant la justice ? Alors, déjà, c'est vrai que c'est la première fois qu'un joueur s'attaque, entre guillemets, à un club pour faire reconnaître la responsabilité du club. Donc, le fait que la responsabilité soit reconnue, c'est une première. Maintenant, c'est à Cudmore de décider qu'est-ce qu'il veut faire de ce rapport, c'est-à-dire est-ce qu'il veut continuer sa démarche et aller devant au pénal pour poser une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, il pourrait effectivement être dédommagé, mais ça serait pas énorme parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent il fait ça pour l'argent, mais quand on voit les préjudices qu'il a subis, ils sont pas énormes puisqu'il a pu jouer quand même la Coupe du Monde derrière. Après, il a eu 3 mois d'arrêt, il a pu jouer la Coupe du Monde de rugby. Donc lui, il cherche surtout à ce que le règlement qu'il y ait plus ce flou, qu'on puisse plus remettre un joueur sur le terrain alors qu'il est potentiellement commotionné. Mais au-delà de son cas particulier, est-ce que si d'autres joueurs s'engouffrent dans cette... les clubs effectivement, les clubs vont devoir les payer, je suppose, c'est à condition d'être condamnés, et ça crée un précédent, c'est sûr. Et j'espère qu'au contraire, ça va faire en sorte que les clubs soient beaucoup plus stricts avec ce règlement. J'ai vu passer ce week-end, sans être rentré totalement dedans, des articles concernant aussi les problèmes d'assurance aux États-Unis. Il y a des problèmes d'assurance aujourd'hui avec la NFL, parce que la NFL, le foot américain, a été le sport le plus touché à une époque, peut-être encore aujourd'hui, par les commotions, et aujourd'hui, les assurances se posent des questions. Et dans la même veine, il y avait un article sur Johnny Sexton qui se plaignait du fait qu'il y avait beaucoup de communication autour de sa santé, et que du coup, aujourd'hui, les assurances se posaient des questions le concernant. Il disait, mais alors qu'il y a eu beaucoup de choses écrites de fausses sur mon cas, on dit que j'ai subi tant de commotions alors que j'en ai subi moins. Et voilà, donc ça pose plein de petites questions, qui soient en termes d'assurance, effectivement de judiciarisation à l'avenir, d'indemnisation. C'est des questions à long terme, mais il ne faut pas les oublier, parce que ça plane. Je pense que le foot américain, il y a 10-15 ans, ils ne se disaient pas qu'un jour, ils arriveraient à la situation d'avoir des problèmes avec les assurances ou d'éventuels problèmes de judiciarisation. Le rugby, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils prennent ça en compte et donc qu'ils agissent, qu'ils n'attendent pas. Très bien. C'est des questions auxquelles on risque de continuer à répondre pendant quelques mois, années, décennies, millénaires. Merci à tous. C'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Dominique Sartel et Aurélien Bouisset. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.